Bonjour. L'article d'aujourd'hui s'intitule COVID-19 Antibody Zero Prevalence in Santa Clara County, California. Cet article est particulièrement intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il paraît dans une nouvelle revue qui porte ce nom barbare, mais qui se prononce Medrive. Cette revue est particulière dans le sens que les articles sont publiés tels qu'envoyés par les auteurs, ne sont pas révisés par des pairs, et donc c'est vraiment l'opinion de l'auteur tout seul, sans avoir passé par le processus de filtrage que constituent les éditoriaux et les éditeurs et les révisions par les pairs. Alors, quelques détails additionnels à propos de Medrive. Il s'agit évidemment d'une revue dans laquelle les auteurs peuvent publier s'ils ont une information qu'ils considèrent particulièrement importante. Cependant, ça s'accompagne d'un caveat, ils appellent ça un preprint. Ça veut dire que ça n'a pas été révisé par des pairs et qu'en conséquence, ça ne devrait pas être utilisé pour guider les pratiques cliniques. On s'attend à ce qu'éventuellement, le même article sera publié dans une revue conventionnelle. Alors, comment faire en tant que lecteur pour voir la qualité de ces articles? Bon, d'abord, il faut le lire. Mais peut-être même avant de le lire, il faut vérifier l'institution à laquelle appartiennent les auteurs et si possible, quels sont les auteurs. En allant peut-être jeter un coup d'œil dans Google Scholar et voir s'ils ont déjà beaucoup de publications et dans quel genre de revue. Dans ce cas-ci, l'institution, c'est l'université Stanford, une des meilleures écoles de médecine des États-Unis, et l'auteur principal est le docteur Ioannidis, qui est un épidémiologiste très connu pour sa critique de la littérature épidémiologique. Il a publié des papiers extrêmement intéressants. Cependant, c'est pas un gars qui a fait beaucoup d'études lui-même. Alors, ça nous laisse un peu sur notre faim. Alors, une fois ceci dit, allons donc voir l'article. Alors, ce que les auteurs ont essayé d'estimer, c'est la séroprévalence. La séroprévalence définit les cas infectés survivants et qui donc, en théorie, ne sont plus susceptibles à développer l'infection. Cette partie-là n'est pas totalement définie, et malheureusement, il y a quelques cas isolés qui semblent démontrer que des patients survivants au Covid et qui ont développé des anticorps font une deuxième infection. Si c'est le cas, je pense que nous avons entre les pattes un très très gros problème. Indépendamment de ça, la séroprévalence est un paramètre essentiel dans l'épidémiologie du Covid. Donc, c'est important d'essayer de la mesurer. Donc, la séroprévalence est un paramètre essentiel dans l'épidémiologie du Covid-19 et qui est pour le moment mal connu. Pourquoi c'est très important? Parce qu'il permet de calculer le taux de mortalité par cas infecté, parce qu'il permet de suivre l'évolution de l'épidémie, et parce qu'il faut considérer que c'est très important que le taux de cas testés positifs n'est pas un bon dénominateur pour le taux de mortalité. Si on veut vraiment connaître le taux de mortalité par individu infecté, eh bien, le dénominateur dans ce cas-là doit être la séroprévalence. Alors, quelques mots sur ce que c'est un sondage. Alors, le sondage, c'est le prélèvement d'un échantillon à partir duquel on extrapole une conclusion valable pour l'ensemble. Alors, quand on voit des sondages, la grande question, c'est est-ce que c'est représentatif ou pas? Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris. D'abord, un sondage est toujours représentatif d'une population X, c'est-à-dire il est toujours représentatif de la population d'où il a été tiré. Par contre, il n'est pas nécessairement représentatif de la population qui nous intéresse. Et en fait, il est rarement représentatif de la population qui nous intéresse. C'est toujours intéressant de voir quelle est l'expérience qui constituerait l'information parfaite. Alors disons qu'on veut connaître le taux de prévalence des séropositifs aux États-Unis. Alors l'information parfaite serait de tester toute la population au complet. Personne ne refuse d'être testé. Le test est parfait et tout ceci est fait instantané dans le temps
pour pas avoir un effet d'évolution dans le temps. C'est évidemment totalement impossible. Une autre solution, c'est de tester un échantillon parfaitement aléatoire de toute la population, que personne ne refuse, que le test est parfait et que ceci est fait de façon très rapide pour qu'il n'y ait pas un effet temps. C'est moins difficile que le premier, mais c'est probablement pas faisable non plus, en tout cas en ce qui concerne que le test soit parfait et que personne ne refuse. Donc, ce qu'on a dans la réalité, c'est des sondages qui sont loin d'être parfaits. C'est comme ça, puis il faut vivre avec. Alors, dans ce cas-ci, l'intention des auteurs, c'était d'estimer le taux de prévalence des séropositifs aux États-Unis. Pour ce faire, ils ont utilisé un échantillon de convenance. Un échantillon de convenance est un échantillon que l'on choisit de faire parce que c'est facile, bon marché et rapide. Mais évidemment, il va y avoir un prix à payer pour cette facilité. Et évidemment, une fois que cet échantillon a été fait, la question est, il est représentatif de quoi et de qui? Il est certainement représentatif de la population d'où il a été tiré, mais est-ce qu'il est vraiment représentatif de la population qui nous intéresse? On peut déduire ceci en regardant les méthodes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont testé? C'est les anticorps. Et déjà, au départ, c'est pas un test parfait et il semblerait qu'il y ait au moins 20% de faux positifs et de faux négatifs. Comment ils ont procédé? Ils ont mis des annonces dans Facebook. Et ils se sont attendus à ce que les gens étaient invités dans Facebook à venir participer au sondage. Tout le monde ne regarde pas Facebook 3 fois par jour, donc c'est juste représentatif des gens qui regardent Facebook. Ensuite, ça a été fait dans le comté de Santa Clara, en Californie. Ce comté est situé tout près de Stanford, qui est l'institution où travaillent les auteurs, et n'est pas tellement représentatif puisque le prix médian d'une maison à Santa Clara est de 1 100 000 $ US. En fait, c'est là qu'habitent les millionnaires du Silicon Valley. Alors, on n'est pas tout à fait dans le monde de la représentativité. Ici, j'ai été dans Google Maps et vous pouvez voir dans le cercle rouge l'université de Stanford où travaillent les auteurs et en cercle bleu le comté de Santa Clara où a été fait le sondage. Et vous pouvez voir que ça prend 38 minutes en bus pour se rendre de l'un à l'autre. Et soyez rassurés, les auteurs ont tous une voiture. Ce que vous voyez ici, c'est une photo du comté de Santa Clara, qui est situé au fond de la baie de San Francisco, et cette température qu'ils ont à l'année longue, et vous pouvez facilement comprendre pourquoi les maisons sont aussi chères. Alors, vous pouvez décider, si vous le désirez, d'arrêter de lire l'article, parce que les résultats vont difficilement s'appliquer à toute la population des États-Unis, encore moins à toute la population du Canada et encore moins à toute la population du Québec. Mais on pourrait peut-être dire qu'il s'applique à la population de Outremont, Ville-Mont-Royal et Westmount. C'est quand même intéressant de jeter un coup d'œil aux résultats. Parce qu'il y a d'autres études en cours qui sont mieux faites que celle-ci, mais plus difficiles et plus chères. Et c'est important de voir les paramètres que ces études peuvent mesurer. Alors, ils ont eu 3000 répondants, c'est-à-dire que ça démontre qu'il y a beaucoup de gens dans le comté de Santa Clara qui regardent Facebook et qui sont prêts à se porter à des études. Et ils ont trouvé un taux d'anticorps chez ces gens-là de 2,5 à 4,2%. Les deux chiffres, c'est parce qu'il y a un degré d'incertitude. Donc, c'est le pourcentage des gens qui ont des anticorps, donc qui ont été infectés dans le passé. C'est très important de prendre en considération que ceci ne veut pas dire qu'ils ont développé une immunité. Malheureusement, on n'est pas encore sûr que le fait d'avoir été infecté par le Covid vous confère une immunité. Si c'est pas le cas, on a dans les pattes un très très gros problème, parce que ça veut dire que l'immunité de groupe ne se développera jamais, et ça veut aussi dire qu'un vaccin ne sera jamais efficace. Alors, espérons que ce n'est pas le cas, mais des études sont en cours pour déterminer ce paramètre. Alors, donc, ils ont trouvé 85 fois plus que les cas confirmés.
Les cas confirmés, c'est les patients qui ont été testés parce qu'ils avaient des symptômes. Donc on a deux grands dénominateurs. Les gens qui ont des anticorps, c'est tous les infectés, et les gens qui sont les cas confirmés, c'est-à-dire qui ont été testés parce que ils avaient des symptômes et ils ont été testés positifs. Alors, on a 85 fois plus de cas séropositifs que les cas confirmés. C'est énorme, et tout ça pour 1887 décès. Quelle conclusion on peut tirer de tout ça? Bon, quelle conclusion peut-on tirer de ceci? La bonne nouvelle, que la mortalité n'est pas la même suivant le dénominateur. On sait que la mortalité des cas confirmés, c'est-à-dire des cas qui ont été testés et qui ont le virus parce qu'ils avaient des symptômes, est à peu près de 2%. Par contre, si on prend en considération les résultats de cette étude, la mortalité des cas avec anticorps est de 1 sur 1000. Donc c'est la probabilité réelle de décéder lorsqu'on attrape une infection. C'est évidemment beaucoup moins triste que 2%. Par contre, il y a aussi une mauvaise nouvelle. C'est que d'après cette étude, il reste encore environ 94% de susceptibles, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas encore attrapé l'infection. Et ce qui veut dire aussi, c'est qu'on est encore très très loin de l'immunité de groupe. Et je vous rappelle que la seule façon d'en finir avec le Covid, c'est soit de développer l'immunité de groupe, soit de développer un vaccin efficace. Un détail intéressant, c'est que alors que je préparais ce Journal Club, il a été annoncé à la presse que le gouverneur Cuomo, gouverneur de l'État de New York, a annoncé qu'une étude de 30 000 personnes dans 19 comtés de l'État de New York est arrivée à un taux d'infection de 13,9%. Donc 13,9% avaient développé des anticorps et que c'était plus élevé dans les villes, dans la ville de New York et plus bas dans les zones rurales. Ce n'est pas parfait, on ne connaît pas les détails de ce sondage, mais au moins ils ont été regardés 19 comtés et c'est possible que ce 13,9% soit plus près de la réalité de ce qui se passe dans les populations américaines et canadiennes et donc québécoises. Alors c'est tout pour ce Journal Club, je vous remercie pour votre attention. Et prenez soin de vous.